À ce 6e webinaire Industrie du futur, consacré donc à l'industrie du futur et au rebond dans l'industrie du futur. Donc, ce webinaire est organisé par le réseau des chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie en partenariat avec la région Occitanie dans le cadre d'un programme régional de sensibilisation, d'information et d'acculturation des entreprises à l'industrie du futur. Donc, ce programme régional comprend un certain nombre d'actions, notamment des ateliers et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. L'organisation aussi de vitrines industrie du futur sur les salons professionnels, comme le CIAN à Toulouse, au mois d'octobre prochain, et également le référencement d'offreurs de solutions pour l'industrie du futur. Donc, ce webinaire, comme je vous le disais tout à l'heure, est le 6e d'une série de 7 webinaires qui est consacré à la thématique du rebond. Et ces webinaires se sont déroulés courant juin et juillet. Donc, celui d'aujourd'hui, de ce mercredi 22 juillet, va aborder le sujet de l'optimisation de la performance industrielle pour réussir ces nouveaux projets. Et nous allons avoir les interventions de trois personnes. Donc, la première intervention, c'est celle de Stéphane Blanchard de l'agence ADOC, qui est chargé de mission aérospatiale et coordinateur industrie du futur, et qui va nous présenter le parcours régional industrie du futur et l'ensemble de ses enjeux. La deuxième intervention, ça sera donc Monsieur Rivollet, Benoît Rivollet, qui est directeur activité industrie chez Inextenso Innovation Croissance. Donc, c'est une entreprise qui a été référencée par la région Occitanie dans le cadre du parcours Industrie du futur et qui va donc exposer son approche industrie du futur et ses outils et sa méthodologie. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Samuel Sancerny, qui est directeur général de DMS Imaging. C'est une entreprise dans le domaine du médical qui est basée dans le Gard et donc qui va nous faire partager son retour d'expérience sur les raisons de s'engager dans la démarche industrie du futur et puis l'accompagnement qui a été réalisé par le cabinet Inextenso là-dessus. Donc, avant de passer peut-être la parole à Stéphane, quelques petites précisions, on va dire, d'ordre pratique et technique. Donc, le contenu des présentations vous seront transmises à l'issue du webinaire. Donc, vous aurez donc toutes ces interventions par mail. Nous allons également enregistrer ce webinaire et donc il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Donc, nous avons une playlist Industrie du futur. Et puis, également, un point important, vous avez un petit, dans la barre de menu en bas, vous avez un onglet Converser, dans lequel vous avez la possibilité de partager, de poser vos questions. Donc, les questions que vous aurez posées sur cet onglet, on y répondra dans la deuxième partie de ce webinaire, dans 3/4 d'heure à peu près, une fois que les présentations de nos intervenants seront terminées. Voilà, donc Stéphane, à toi, je te passe la parole. Merci Flavien. Bonjour à tous, bienvenue. Effectivement, comme le présentait Flavien, on souhaitait vous présenter des exemples à travers ces webinaires d'entreprises qui ont entrepris la démarche de transformation vers une industrie plus compétitive et plus performante, et ce, quel que soit le degré de maturité, d'avancement et de modernisation de leur outil de production. Mais avant de vous présenter cette démarche-là avec un cas concret autour de l'entreprise DMS accompagnée par le cabinet Inextenso, on voulait vous présenter le programme Industrie du futur de la région, qui est un programme qui vous permettra d'avoir un soutien financier de la région avec une méthodologie homogène mise en place pour faciliter justement cette démarche et accélérer cette transformation-là. Donc, le programme Industrie du futur de la région s'intègre dans le plan 10 000 accompagnements vers l'industrie du futur de l'État. Donc, c'est un programme qui est cofinancé par l'État et la région, dont l'objectif est d'engager un processus de transformation durable et significatif des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot aujourd'hui, mais plutôt d'amorcer une transformation qui, clairement, on le sait, ne se fera pas en 6 mois et se prolonge très souvent sur de nombreuses années, mais il faut avoir une feuille de route, une stratégie, une visibilité sur les actions et les actions à prioriser pour engager cette transformation-là. On y reviendra, mais c'est sur l'ensemble de différents leviers de compétitivité que l'on a identifié, que l'on souhaite cet accompagnement-là. Il s'adresse à
toute taille d'entreprise ou presque, c'est-à-dire qu'on adresse autant les TPE de moins de 10 salariés qui ont un outil de production que les PME ou les ETI qui vont jusqu'à 5000 salariés. Donc, c'est tout secteur industriel. Donc, vraiment, on va de l'industrie textile, agroalimentaire jusqu'à la mécanique ou l'électronique. Et également sur des activités qui pourraient être autour de la logistique et des process industriels autour de ce type d'activité-là. Et je le disais, quel que soit le niveau de maturité. On entend beaucoup parler d'industrie 4.0, de digitalisation des process de production. Pour autant, avant d'aller dans ce niveau-là de transformation, il faut avoir des prérequis, un schéma d'organisation adapté, des équipes aussi qui sont en marche pour adresser et transformer l'entreprise et qui adhèrent au projet global et qui adhèrent à la vision du dirigeant de l'entreprise que vous pouvez être. Et sur les moyens, mais ce sera avec des soutiens financiers de la région et, comme vous le verrez, l'appui de prestataires que l'on a référencés selon une méthodologie adaptée. Donc ce parcours, pourquoi un parcours? Parce qu'il se passe en 2 phases. Une première phase de 5 jours qui sera financée à 100% et en fait qui va contribuer à vous apporter une première vision de ce qui pourrait être réalisé au sein de votre entreprise. C'est-à-dire, on fait un diagnostic, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que sur la base de ce diagnostic-là, et je pense que ce Sancerni pourra en témoigner, en tout cas je l'espère, vous apportez une feuille de route et les prochaines actions à mener à court et moyen terme et l'actions prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au simple diagnostic à ce niveau-là, mais on vous donne déjà une première vision des étapes à franchir par la suite. Et on l'espère, qui vous convaincra d'aller sur une phase 2 d'accompagnement qui pourra aller jusqu'à 25 jours d'accompagnement supplémentaire. Et là, ce qui sera financé à hauteur de 50%. Dans ce diagnostic et l'approche telle qu'on l'a souhaité, c'est une approche qui se veut systémique, c'est-à-dire qui va adresser vraiment à 360 l'ensemble de l'entreprise, des process de l'entreprise, mais qui va étudier les répercussions, en gros, d'une action sur un des leviers et quelles répercussions ça aura sur l'ensemble des autres leviers. C'est-à-dire que là, si on liste les 7 leviers, on va de la vision et de la stratégie du dirigeant jusqu'à la performance économique. Il y a des nouveaux modèles qui pourraient être mis en place dans l'entreprise, mais qui va avoir de toute façon des impacts sur tous les aspects humains, acceptabilité, accompagnement au changement, tout ce qui va être la performance organisationnelle jusqu'à l'entreprise étendue, c'est-à-dire tout ce qui va être fournisseur et client et relations entre vos clients et vos fournisseurs, la performance environnementale et l'empreinte environnementale avec une approche pas seulement en termes de coûts, mais qui se veut plutôt en termes de cycle de vie du produit, d'économie circulaire et du coup, in fine, de performance et d'avantages compétitifs que vous pourriez avoir. Et ensuite, naturellement, l'outil de production en lui-même, la performance industrielle et tout ce qui va être numérique et technologie adossée à l'industrie du futur, parce que bien sûr, on est malgré tout dans l'industrie du futur, donc on n'occulte pas ces aspects-là. Alors, pour vous accompagner, on a souhaité faciliter justement cet accompagnement-là. On a souhaité référencer des prestataires selon un cahier des charges commun qui sont au nombre de 7 et dont Inextenso Innovation Croissance qui sont présents aujourd'hui vous présentera plus particulièrement leur méthodologie à eux. Donc les 7 prestataires sont Agila, Afnor, Altran, SIAD Consulting, donc Inextenso, OPO associé à Socodit et TopTech. On les considère comme des architectes projets, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de l'industrie du futur, mais ils ne sont pas eux-mêmes offreurs de solutions technologiques. Ils ne sont pas jugés partis. Ils sont là pour vous apporter un conseil de confiance. La décision revient naturellement au dirigeant d'entreprise, mais il doit vous apporter tous les outils d'aide à la décision pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre démarche, y compris vous apporter les éléments de retour sur investissement que vous auriez, mais aussi des risques que vous prendriez au regard des exigences de votre filière, les risques que vous prendriez à ne pas vous transformer aujourd'hui et peut-être potentiellement à perdre des parts de marché demain où vous serez plus compétitif par rapport aux exigences de vos clients.
Donc, dans le contexte actuel, on a souhaité, à travers ces webinaires, vous montrer que quand on adresse l'industrie du futur, en fait, on adresse des problématiques qui sont actuelles, hein, dans des cas de crise, qu'elles soient sanitaires comme aujourd'hui, mais tout secteur industriel connaissent des cycles, des crises plus ou moins importantes. Il faut savoir s'y adapter, et avoir une entreprise et une organisation agile vous permet de vous adapter et d'être plus résilient pour absorber ces crises-là. Donc, au travers de sujets que l'on a listés ici, que vous aurez dans la présentation, mais sur les modes d'organisation agile, mais aussi d'outils de production agile, en capacité de se repositionner, pas faire du monoproduit, mais être en capacité de se repositionner rapidement sur un nouveau marché. La bascule digitale, c'est vraiment tout ce qui va être du travail à distance, du pilotage à distance, jusqu'à la numérisation en propre de l'ensemble et reconfiguration de l'ensemble du système d'information de l'entreprise. C'est être flexible sur les nouveaux modes de collaboration avec les équipes, engager les équipes dans la transformation, revoir sa chaîne de valeur, la sécuriser, surtout savoir sur quel fournisseur on peut s'appuyer dans ces temps de crise, quel client va être plus sûr aussi, pour avoir un peu plus de visibilité dans le pilotage de l'entreprise. Donc, autant de sujets que l'on aborde au travers de cette série de webinaires, et dont vous allez avoir maintenant un exemple. Pour finir ma présentation, c'est quand même important si vous souhaitez pouvoir intégrer ce programme régional. Hein. Bon, bien sûr, vous aurez mes coordonnées, vous pourrez me solliciter. Mais sinon, ça se fait à travers le hub Entreprendre de la région, dans lequel vous retrouvez l'ensemble des programmes et dispositifs de soutien de la région aux entreprises. Sur ce hub Entreprendre, vous pouvez vous créer un compte, choisir un référent, c'est-à-dire une personne ce qu'on appelle le réseau des développeurs économiques, donc membres de la CCI, de l'agence ad hoc, chambre des métiers, qui pourront vous accompagner dans l'ensemble du développement de votre entreprise et dans l'aide à mobiliser des financements, monter des dossiers. Et une fois que vous aurez créé ce compte-là, il y aura un onglet Industrie du futur, dans lequel vous aurez l'ensemble des informations sur le programme en lui-même, des présentations plus précises des prestataires Industrie du futur que l'on a référencés, où vous aurez leurs références, leurs activités particulières et les méthodologies qu'ils vont déployer. Clairement, combien de temps ça va vous prendre, combien de temps ils vont passer dans l'entreprise, qui vont mobiliser comme collaborateurs dans l'entreprise. Et ensuite, un lien pour rapide, qu'on a voulu rapide à monter, avec une réponse aussi rapide, de l'ordre de, on va dire, 1 à 2 mois grand maximum, pour avoir une réponse, pour engager l'accompagnement dès votre prise de décision, en fait, j'ai envie de dire. J'en ai fini pour ma partie. Je vous passe la main, Benoît. Très bien, merci Stéphane. Je vais partager mon écran avec la présentation. Très bien. Donc, vous devriez avoir l'écran qui est en train de s'afficher. Voilà, et donc je vais, comme proposé, je vais présenter quelle est un peu notre approche de l'industrie du futur, la manière dont on accompagne les entreprises, et en particulier spécifiquement dans le cadre du programme d'accompagnement en Occitanie. Donc peut-être juste quelques éléments d'introduction qui sont importants pour nous et qui permettent de remettre en perspective pourquoi ces questions d'industrie du futur et d'où ça vient. Je pense que le point de départ autour de toutes les actions menées par l'Alliance pour l'industrie du futur, en tout cas pour nous, ça a été un point important et on s'est impliqué dans ces groupes de travail au sein de l'industrie du futur en ayant apporté certaines contributions. Et après, tout un enchaînement de financement à travers les ministères, enfin le ministère, les régions et puis derrière des opérateurs qui nous permettent d'intervenir, nous, en tant que consultants dans les entreprises, sachant que voilà, la plupart des régions maintenant ont mis en place des outils d'accompagnement et on est très fiers de pouvoir travailler pour la région Occitanie.
Alors, peut-être un autre point de définition aussi qui permet de comprendre dans quel schéma on se met quand on vient travailler avec vous sur les questions d'industrie du futur. Évidemment, derrière l'industrie du futur, il y a l'usine, le procédé. Donc, on travaille exclusivement pour des sociétés qui vont transformer, qui vont produire du hard. Le point, c'est que on ne va pas se focaliser sur l'outil industriel en tant que tel, ou en tout cas, l'outil industriel sera un peu le bénéficiaire de tout le reste des travaux qui vont pouvoir être engagés avec l'entreprise. Sachant qu'on repart d'une définition de l'Alliance pour l'industrie du futur où, en fait, j'allais dire, l'humain est mis au centre de la réflexion, où des questions de nouveaux modèles économiques, des questions de numérique, digitalisation et développement durable sont vraiment au centre de la réflexion. Donc, d'où les thématiques derrière qui sont abordées et une approche systémique comme proposé par la région qui a été développée par l'Alliance pour l'industrie du futur et que nous, on a un petit peu adapté aussi par rapport à notre historique. À notre historique qui vient à la fois du côté lean management, donc tout ce qui est performance industrielle, à travers un partenaire avec qui on collabore, et le côté historique aussi autour de l'innovation et de toutes les réflexions de transformation des entreprises à travers ces questions d'innovation. Je vais avancer. On utilise aussi beaucoup de termes, usine 4.0, industrie 4.0. Enfin, nous, encore une fois, derrière le 4.0, souvent, il y a beaucoup de digital. La question du digital, c'est un point important de l'usine du futur, de l'industrie du futur. Mais finalement, enfin, notre ressenti, c'est que c'est souvent une conséquence et pas ça ne devrait pas être le point de départ de la réflexion. La question de la digitalisation est une solution parmi d'autres pour faire avancer les entreprises vers l'industrie du futur, une solution privilégiée évidemment, mais pas la seule. Et c'est pour ça qu'on sort un petit peu du concept de usine 4.0 pour aller plutôt vers des usines du futur qui ont une vision plus large. La réflexion de notre côté et notre positionnement, très clairement, c'est de travailler sur à la fois les questions d'optimisation qui sont un peu l'historique du lean management et de toutes les optimisations qu'on va pouvoir faire dans les entreprises. Et enfin, souvent, les entreprises industrielles ont l'habitude de travailler et d'améliorer leur process industriel et connaissent bien ces outils-là. Nous, ce qu'on a apporté, c'est pour ça qu'on a appelé ça Lean et innovation, toute cette dimension d'exploration qui permet d'ouvrir de nouveaux horizons et de transformer l'entreprise. Et cette combinaison des deux nous paraît très intéressante, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours entre j'optimise et je vais explorer. Et ça permet d'aller chercher des nouvelles pistes d'évolution pour l'entreprise. In extenso, Innovation Croissance, en quelques mots, c'est une filiale d'un cabinet d'expertise comptable, l'un des plus gros français, qui a une filiale conseil qui s'appelle In extenso Innovation Croissance et qui a des métiers autour évidemment de l'industrie du futur, mais dans lequel, encore une fois, on parle beaucoup de technologie aussi en interne. On parle de business model, on est très engagé dans le développement durable avec une équipe dédiée aussi, d'où finalement cette affinité avec tous les champs thématiques qui sont traités dans le cadre de l'industrie du futur. Donc, je vous le disais, une centaine de consultants. On est référencé dans 3 régions comme l'Occitanie pour travailler. Et puis, on a travaillé aussi bien pour des PME que pour des grands groupes. Et ça, je pense que ça nous permet de croiser des expériences et d'enrichir en fait finalement notre approche tout en sachant que les PME ne vont pas avoir les mêmes capacités d'engagement et de disponibilité de personnel. Surtout, c'est souvent ça le point délicat, la disponibilité pour mettre en œuvre les chantiers. On a toujours plein d'idées, mais après, la mise en œuvre est toujours un point un peu délicat à traiter, en particulier pour les PME.
Je voulais aussi vous présenter en quelques mots comment se passait un diagnostic, hein. C'est donc la première étape que Stéphane a présentée dans le déroulé de l'accompagnement. On a une phase où on va traiter certains thèmes qui nous paraissent intéressants et qui peuvent être traités par les personnes spécialisées dans l'entreprise, par exemple l'ingénierie financière, la partie digitale, la partie RH, développement durable et puis technologique. Et puis après, il y a d'autres sujets qu'on traite un peu plus en réunion. L'objectif de ces échanges téléphoniques et réunions nous permet d'identifier des chantiers sur lesquels il nous semble important de faire avancer l'entreprise par rapport à aux observations qu'on a pu faire. Et puis, une fois que ces chantiers sont identifiés, bien qualifiés, on essaie de les hiérarchiser aussi avec l'équipe de direction de l'entreprise pour définir les chantiers prioritaires. Après, nous, de notre côté, on essaie de rentrer plus dans le détail de ces chantiers prioritaires, le temps que ça prendrait à mettre en place, l'effort en temps homme, aussi en coût, s'il y a des investissements qui doivent être faits. Et puis, de proposer ces chantiers dans une feuille de route, enfin, pour que finalement notre livrable soit assez opérationnel pour le dirigeant de l'entreprise, avec la mise en perspective dans un calendrier de ces différents chantiers et des différents moyens à mettre en œuvre. Vraiment, c'est ce déroulé-là qu'on a mis en place chez DMS et que l'on met en place chez tous nos clients et qui fonctionne plutôt bien sur l'enchaînement des contacts, des échanges, tout en optimisant aussi le temps de disponibilité nécessaire du côté de l'entreprise. Donc ça, c'est voilà, on essaie d'avoir un process qui est assez bien rodé pour pouvoir optimiser le temps nécessaire côté entreprise pour arriver, nous, à extraire un maximum d'informations utiles pour présenter des résultats solides à l'entreprise. En termes d'organisation, d'outils, on se base aussi quand même sur les référentiels de l'Alliance pour l'industrie du futur. On a ces outils de description de ces chantiers, cette feuille de route. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça prendrait trop de temps. Mais si on essaie de mettre ça en perspective sur un déroulé, on arrive à tenir en 15 jours à peu près l'ensemble des différentes étapes où on va balayer les différentes thématiques. Alors, nous, on en a défini 9. Hein, il y a certaines thématiques qu'on a ajoutées, comme la partie ingénierie financière, parce que ça nous paraît important de structurer aussi le financement d'un projet industrie du futur, en plus de tout le fonds qui doit être mis en place. Mais on retrouve assez facilement, assez simplement toutes les thématiques classiques de l'industrie du futur. On a une grille qui nous permet d'avoir une représentation assez simple. Là, vous voyez un extract des différentes thématiques, grandes thématiques qui sont traitées dans chacun des grands sujets. Ça se veut le plus exhaustif possible. En fonction de l'entreprise et des échanges, évidemment, les échanges se focalisent sur certains points plutôt que d'autres qui sont plus utiles pour l'entreprise. Mais ça, c'est aussi l'expérience des consultants qui interviennent qui fait que, au fur et à mesure qu'on avance dans les échanges avec l'entreprise, on va aller approfondir certains points plutôt que d'autres. Voilà une représentation. Alors, ce ne sont pas des exemples de DMS, hein, juste pour précision, mais des exemples de présentation de chantiers. Là, il y en a 4 en général une cinquantaine de chantiers que l'on identifie, que l'on arrive à extraire lors de nos échanges avec l'entreprise. Avec côté observation, des recommandations d'action, et puis on fait aussi le lien avec tous les outils développés par l'Alliance pour l'industrie du futur pour rester connecté en fait à ce référentiel qui permet derrière aussi quand même de se rattacher aussi à d'autres experts qui vont sur chacune des briques technologiques ou autres qui peuvent être apportées, ces experts qui vont amener une suite à nos travaux, hein, comme ça a été présenté. Nous, on est là pour poser un diagnostic, proposer des chantiers, l'organiser dans le temps, et après, il y a des intervenants plus spécialisés sur chacune des thématiques qui prennent le relais et qui peuvent accompagner les entreprises plus dans la durée pour la mise en œuvre. Ça, c'est un exemple de hiérarchisation, un outil d'aide à la hiérarchisation. On va positionner les différents chantiers par rapport aux enjeux pour l'entreprise et puis à l'accessibilité et souvent à l'effort, soit humain, soit en coût. Ça permet de définir des chantiers prioritaires. Et pour finir, des chantiers qui sont mis en perspective dans une feuille de route.
de feuilles de transformation sur 24 mois avec les efforts associés et puis l'organisation qui peut être mise en place. Donc ça, c'est le livrable final, si je puis dire, avec aussi associé tout le détail de chacun des principaux chantiers qui ont été détectés. Et il y a une réunion de passation un petit peu où on va présenter et échanger avec soit le dirigeant, soit le comité de direction sur cette organisation, cette proposition, enfin nos recommandations pour aider l'entreprise soit à s'approprier, soit et évidemment à modifier parce que au fil du temps et puis les événements peuvent faire en sorte que l'entreprise va s'organiser différemment, mais au moins ça pose une base sur laquelle on peut s'appuyer et surtout peut-être un point sur lequel Samuel reviendra permettra au comité de direction ou en tout cas aux personnes importantes de l'entreprise de travailler, d'échanger pour partager des visions communes et se mettre en ordre de marche dans le même sens. Voilà pour ma partie. Donc, pour conclure, un outil à la fois évidemment très lean management, très opérationnel sur la partie production, mais en même temps, cette vision un peu plus exploratoire qui vient de notre historique plus liée à l'innovation. Une méthodologie solide, on en est à une dizaine de réalisations sur cet outil-là en particulier, hein, sans compter les autres projets que l'on mène dans l'industrie du futur. On est flexible par rapport à l'entreprise. Les personnes qui interviennent ont l'expérience pour pouvoir s'adapter au sujet des différentes entreprises. Et puis, on essaie d'aller dans le plus opérationnel possible en termes de livrables pour que ce qu'on produit soit directement utile pour l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire. Samuel, je vous passe la main pour la suite, si ça vous convient. Oui, pas de problème. Je pense qu'on m'entend. Oui. Ouais. Donc, normalement, je dois pouvoir changer les diapos. Donc, bonjour, moi, je suis Samuel Sancerny. Je suis directeur général de DMS Imaging. DMS Imaging, c'est, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hop, le temps que ça charge la diapo. Je ne sais pas si j'ai la main là, en fait. Je pense que oui. Non. Ah si, ça y est, j'ai la main. Pardon. Excusez-moi pour le petit contretemps. Tac. Donc, DMS Imaging, je vais passer assez vite sur la présentation de l'entreprise. Après, je ne sais pas si les gens peuvent avoir des questions, mais on a une entreprise qui réalise en 2019 31,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2020, avec le Covid, ce sera une autre histoire, mais on devrait se stabiliser. On a des choses qui sont un petit peu spécifiques. J'y reviendrai, avec un quart de nos employés qui sont en R&D et une R&D qui est totalement intégrée. On est coté en bourse, c'est historique. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. On est coté en bourse depuis 1999. On est un petit peu trop petit pour être coté en bourse et ça implique aussi des choses compliquées au niveau de la gestion opérationnelle puisque nos chefs, entre guillemets, sont des investisseurs et qui n'ont pas la même immédiateté que ce que peut avoir un chef d'entreprise de 140 personnes, puisqu'aujourd'hui on est 140. Deux choses importantes. Alors, je suis désolé, j'aurais dû mettre la région, mais on est très soutenu par la région, effectivement, et la BPI sur la partie innovation. C'est quelque chose qui est important et j'y reviendrai un petit peu après puisque ça peut, si on parle de bilan de nos discussions, il y a une chose qui est importante à comprendre, je pense, en France et dans l'industrie du futur, c'est bien, mais c'est dans le futur. Et aujourd'hui, il y a une industrie et c'est vrai qu'en France, on est très porté sur l'innovation et nous, on est aidé sur l'innovation avec des projets, que ce soit par BPI, encore une fois, ou par la région. On sent qu'il y a une vraie appétence à vouloir aller vers l'industrie du futur et nous, on va y aller et on remercie Idextinso et la région de nous avoir donné cette possibilité. Mais en attendant, il y a une industrie d'aujourd'hui à mettre en place avec des bâtiments, avec des locaux industriels, avec des choses, avec des ateliers, avec des gens qui doivent serrer des vis, des boulons, intégrer des machines. Et ça, il faut qu'on y fasse un peu attention dans nos discussions. Il y a un point très important dans notre démarche quand elle nous a été proposée, c'est qu'aujourd'hui, on est sur 2 sites, un site à Nîmes et un site à Montpellier, et que dans un mois, normalement, dans un mois, fin septembre, il y a un tout petit peu de décalage avec le Covid, nous devrions être dans une même usine regroupée à Galargues, donc on va regrouper les 140 salariés de l'entreprise sur un seul site. Autre spécificité, on exporte 80% de notre chiffre d'affaires. La France est pour nous un pays de l'export comme un autre. On travaille principalement en B2B
Et donc, ça crée aussi des attentes et des besoins d'internationalisation qui sont très importants, avec des contraintes dans notre industrie réglementaire qui sont aussi à prendre en compte. Le réglementaire étant potentiellement un frein à la mise sur le marché, l'innovation, si on l'appréhende mal. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut faire très, très attention, puisque effectivement, faire une industrie du futur, c'est bien. Mais aujourd'hui, on est même contrôlé dans nos process, on est contrôlé dans l'évaluation de nos process et dans les évolutions, et donc il faut en tenir compte. Ça fait partie des choses importantes. Nous, au niveau du groupe DMS, on a essayé de mettre en place une charte des valeurs et des missions sur lesquelles on essaye de réfléchir chaque fois qu'on a des projets. Et ça répond sûrement à l'industrie du futur aussi. Donc, on est une société qui base notre savoir-faire, enfin notre croissance sur l'innovation. Qui se base sur l'international, sur tout ce qui est ingénieux et ingénierie, on va dire, sur l'industrie et sur le Made in France. On est une vraie entreprise française et on essaye d'avoir un maximum de nos sous-traitants qui sont en France. Alors pourquoi ces valeurs et ces missions? C'est parce que pendant des années, jusqu'en 2015, la société a essayé de se battre sur des marchés de prix. Et moi, j'avais des commerciaux qui me disaient on a perdu, on était trop cher. Voilà. Et je pense que si on veut trouver moins cher, aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était assez simple. Si vous voulez trouver moins cher qu'en France, vous allez acheter en Italie. Si c'est encore trop cher en Italie, vous pouvez aller acheter en Hongrie. Si c'est encore trop cher en Hongrie, je peux vous donner des adresses en Inde. Et si c'est trop cher en Inde, je peux vous donner des adresses en Chine. À la fin, ça ne fait pas beaucoup avancer, puisque de toute façon, on sera toujours plus cher que quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le seul moyen qu'on ait de s'en sortir dans une industrie manufacturière, parce que finalement, on est une industrie manufacturière, c'est soit d'être à l'industrie 4.0, mais là, il n'y a peut-être pas d'hommes qu'avec des robots, soit de progresser vers une industrie à forte valeur ajoutée, avec une valeur ajoutée qui est principalement basée sur les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire quelle innovation, comment toucher industriellement, améliorer nos produits pour qu'ils correspondent bien au marché et qui nous permettent effectivement de ne pas dire on est les moins chers, mais de dire vous avez un rapport qualité-prix qui est sûrement au-dessus. Alors, bénéfice diagnostic, puisque nous, on est vraiment dans le diagnostic, qui vaut le coup par rapport à la valeur proposée. Un petit peu d'historique très rapidement sur notre société. Une société qui a été créée en 79 avec la destruction de la CGR, puisque la France était un des leaders mondiaux de l'imagerie médicale. On a donné à General Electric l'imagerie médicale et on a pris les frigos pour Brandt, qu'on finit en Chine 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Et donc, il y a eu des essaimages et on a Jean-Claude Morin, qui est encore en activité d'ailleurs, a créé la société APLM pour tout ce qui était radiologie. APLM a été racheté par DMS en 93 et on est rentré en bourse en 99 avec 2 activités principales, l'ostéodensitométrie et la radiologie. On est un petit peu atypique parce qu'on base notre croissance depuis 2015 et c'est important dans notre choix et nos discussions sur l'industrie du futur, non plus en B2C. On ne va plus adresser directement les clients, même si on en a un petit peu, mais on a décidé de s'appuyer sur des gros de l'imagerie médicale et donc on produit pour eux en marque blanche et c'est eux qui portent nos produits. C'est un choix stratégique qui était délicat à prendre, puisqu'effectivement, la marque pour un entrepreneur ou pour une entreprise est assez importante. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 60 à 70% de notre chiffre d'affaires n'est pas vendu sous notre propre marque, mais est vendu sous le nom Carestream, qui est l'ancien Kodak Imaging, Canon, qui est le quatrième grosse medtech mondiale. Et on a signé un partenariat avec un acteur majeur aussi, qui est Fujifilm, depuis 2019. Donc, on leur vend nos produits en marque blanche. Ça implique une notion de qualité et d'exigence de ces gens-là qui est très importante et donc des transformations entre le fait de vendre une petite série en direct à des clients, on va dire, proches, ou alors de vendre à des grosses sociétés multinationales avec des process qui sont excessivement bien ficelés. Et ça, c'est un changement qui a été majeur dans la société depuis 2015 et qui nous a obligés à beaucoup d'efforts. On est obligé de répondre et on le fait avec plaisir. Alors, avec toujours cet effet un petit peu élastique, c'est à la fois une contrainte et à la fois un levier, donc il faut qu'on y fasse attention, mais on répond à toutes les normes de qualité de notre environnement, c'est-à-dire qu'on est 13485, bien sûr pour la fabrication d'équipements médicaux, mais on est aussi enregistré à la FDA, on est à la SFDA en Chine qui s'appelle CCC, il faudrait que je change cette diapo d'ailleurs, parce que ça a changé récemment, on est bien sûr CE. On est 9001 et on a un process actuellement où on n'a pas encore franchi le pas, mais on pourrait être aujourd'hui 14 000 puisqu'on a des process environnementaux qui deviennent nécessaires dans nos milieux et qui nous permettent de progresser dans ce domaine-là.
Au niveau de notre approche industrielle, on essaye de partir de la R&D. Encore une fois, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans nos produits qui est importante. On a ensuite une phase d'industrialisation. On a un vrai bureau méthode et industrialisation qui va dispatcher ensuite donc, sur tout ce qui est chaîne d'approvisionnement et production. Et ensuite, on va descendre au niveau des commerciaux, des installations et tout ce qui est service après-vente et installation de nos équipements. Donc, je pense qu'on est là-dessus, et ça, Benoît le commentera après, mais je pense on est une entreprise entre guillemets mature par rapport à certains process liés au fait qu'on soit international, encore une fois 140 pays au monde, et liés au fait qu'on travaille avec des très gros donneurs d'ordre comme Canon, comme Carestream ou comme Fujifilm. Alors, 3 produits, je vous l'avais dit, mais ça, je suis pas sûr. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on fabrique de l'ostéodensitométrie, de la radiologie, et on a des équipements de recherche en posturologie 3D, où là, on est sur des algorithmes très complexes en informatique. Nos produits, c'est ceux-là. Donc, c'est là où moi, je me compare souvent à l'automobile. C'est-à-dire qu'on a une… Si vous regardez à gauche, la Platinum, c'est un gros ensemble électromécanique. Il y a des moteurs qui supportent des patients qui font 400 kg. Donc, le patient s'allonge sur la table ici. Le cycle de fabrication d'un tel produit, c'est à peu près 8 semaines. Par contre, le cycle de commande de pièces, ça peut être jusqu'à 16 semaines avec des gros ensembles mécanos soudés et une partie électronique et motion control qui est quand même très, très au point, qui est 100% automatisée. Donc, on a une industrie qui est assez complexe puisqu'on a de la grosse mécanique. On est plus dans le tracteur que dans l'automobile de course. Néanmoins, on a des patients, on a des imageurs, on a des systèmes qui sont excessivement sensibles puisque ça détecte les rayons X. C'est des longueurs d'onde encore plus courtes que la lumière. Donc aujourd'hui, on a des contraintes qui sont assez énormes et on fabrique très peu de pièces puisqu'on fabrique 150 pièces par an. Aujourd'hui, donc on a effectivement des challenges assez colossaux en termes de marge, en termes de volume, en termes de masse critique à gérer par rapport à ça. Alors, une des démarches qui est rentrée dans notre définition, dans notre envie de participer avec Inextenso, la région et CCI, de rentrer pleinement dans cette démarche, c'est le fait qu'on est en train de construire une nouvelle usine. Alors, je vais aller avancer un petit peu sur la diapo d'avant, mais en fait, ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'on avait un énorme donneur d'ordre, la plus grosse medtech mondiale, qui est venu nous voir et qui nous a dit, écoutez, ce que vous faites, ça nous plaît, donc on va vous choisir et vous allez fabriquer l'ensemble de nos tables. Donc, en gros, le passage d'une production de 150 tables par an à 600, 700 tables par an. Et cette multinationale, on a été très, très loin puisqu'ils nous ont audité, ils nous ont demandé de changer les process, ils nous ont demandé d'investir dans du management, ils nous ont demandé de construire une nouvelle usine. Et bien sûr, au moment de la signature du contrat, ils nous ont dit changement stratégique, finalement, on ne va pas aller dans cette direction et on ne va pas aller avec vous, en tout cas pas de suite. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec ce nouvel outil de production qui était là et un besoin de se réinventer assez vite pour être en mesure d'assumer finalement tous ces investissements et de trouver d'autres débouchés. On a d'ailleurs signé le contrat Fuji un petit peu après. Et donc, c'est vrai qu'on a en 2015, suite à ce gros donneur d'ordre, changé un petit peu notre management. On a pris des hommes qui viennent du process, un supply chain manager qui vient de chez Peugeot, un directeur achat qui vient de chez Valeo, un directeur R&D qui vient de chez Honeywell. Et cette nouvelle usine, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut effectivement qu'on arrive à que tout cet investissement, donc qui ne sera pas pour ce gros donneur d'ordre, on puisse le mettre en place et effectivement faire en sorte de tirer le maximum de cet outil de production. Donc c'est un peu là où cette situation exceptionnelle avec une nouvelle usine, un nouveau comité de direction et la perte d'une affaire structurante, puisqu'effectivement, cette grosse société, on l'appelle Goliath chez nous, vous pourrez peut-être deviner, mais c'est la plus grosse dans la medtech, nous promettait beaucoup, beaucoup de tables. Et on s'est retrouvé dans une dynamique nouvelle avec finalement un outil performant qu'on avait essayé à mener au niveau, mais aussi des gens et beaucoup de silos avec des gens qui avaient créé chacun avait créé son poste, sa structure, son organisation, et il était pour nous important de se projeter dans cette nouvelle usine et de nous aider à structurer les choses.
ce qui est important dans une société, dans une démarche là, comme on l'a vécu, et moi j'étais peut-être parmi les plus réticents à ce début-là, puisque quand vous embauchez finalement des gens qui viennent de chez Peugeot, qui viennent de chez Valeo, qui viennent de chez Honeywell, bon déjà ils coûtent cher, mais ça c'est la vie. Mais surtout, vous vous dites c'est eux qui vont vous structurer en fait, puisqu'ils sont là, ils ont vécu les choses chez Peugeot, ils ont vécu les choses chez Honeywell, et eux vont être capables de se structurer. Mais ils sont tous dans leur paradigme et ils ont tous leur vérité sur leur métier. Mais il n'y a pas de liant à T0 qui permet effectivement de dire la vraie stratégie, elle est là et elle va ici parce que c'est là, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. Donc chacun se met la tête dans le guidon, chacun fait ses challenges, on est une PME et puis on s'aperçoit qu'on manque un petit peu de structuration et on manque surtout de quels sont les enjeux et comment on va les appréhender, sur quel timing on va les appréhender. Et c'est vrai que quand la région nous a proposé cette opportunité, moi j'étais un petit peu, on va perdre un peu de temps, on a un déménagement, on a des hommes pour ça. Et finalement, on s'aperçoit que ça a un énorme avantage. Et comme l'a expliqué Benoît, c'est qu'on met les gens autour de la table, on leur demande d'exprimer leur challenge, on leur demande surtout la compréhension du challenge et des instructions qui ont été données par la direction. Et là, on s'aperçoit que les compréhensions ne sont pas les mêmes, parce qu'une fois que c'est passé par son tropisme, on les oriente vers là où on veut aller, vers son métier, vers son silo, en fait. Et le fait de poser tout ça sur la table permet effectivement que chacun puisse exprimer déjà ses frustrations, puisse exprimer quels sont ses objectifs à lui et de les comparer si effectivement c'est les objectifs du groupe. Et si on est capable petit à petit de faire converger les objectifs du groupe vers une sortie et d'expliquer surtout que tous les objectifs sont louables, parce que finalement la direction dit à la personne de la supply, il faut réduire les stocks, dit à la personne des achats, il faut réduire les prix, dit à la R&D, il faut réduire le temps de cycle de prototypage et de mise sur le marché, dit à la qualité qu'effectivement, il faut s'arranger pour être le plus performant possible et être capable de vendre dans tous les pays. Mais tous les objectifs sont placés au même niveau. Et la démarche, je crois, d'Inextenso, a été vraiment de mettre en place la hiérarchisation des objectifs et de nous dire, par quoi on va commencer. Vous avez une nouvelle usine, vous avez un nouvel outil, quel est le step 1, quel est le step 2, quel est le step 3 et dans quel ordre on va les mettre en place. Alors après, comme je l'ai dit à Benoît, nous, on va attendre d'être dans la nouvelle usine et on verra si effectivement on se fait accompagner. Mais au moins, ça nous a donné une feuille de route qui était claire. Ça a permis à chacun des intervenants de coucher sur papier dans les échanges individuels la voie où lui souhaitait aller par rapport à son métier. Et ça a permis à nous tous de sortir une feuille de route qui nous a paru la plus cohérente possible. Et je ne sais pas si Benoît veut rajouter quelque chose, mais je crois que chez nous, dans les actions immédiates qui ont été mises en place, qui ont été décidées, plus que de l'investissement en équipement, en matériel ou en choses comme ça, c'est vraiment de définir une stratégie sur la gestion stock, flux de production et aménagement de la nouvelle usine. Et que tout ça, finalement, c'était des choses qui étaient un petit peu brouillon dans notre approche au départ. Peut-être juste pour compléter, effectivement, le point, c'est qu'il n'y a pas de découverte finalement de choses non connues, mais le fait de savoir mettre le doigt sur ce qui est plus important ou plus urgent et de faire en sorte que ce soit partagé entre les uns et les autres, je pense que c'était là, un bénéfice dans les échanges qu'on a pu avoir dans nos réunions de travail avec toute l'équipe. Et je pense que, en tout cas, nous, on a eu des feedbacks très positifs à chaque fois sur les différents échanges qu'on a pu avoir. Donc, c'était très, très enrichissant. Oui, et puis des choses simples. On a du stock, on le gère comme on peut, on oublie que le stock coûte 10% par an, donc on oublie de faire certaines réaffectations de temps en temps parce que finalement, ça passe au second plan, des choses comme ça. Et le fait de passer par une bonne gestion de stock, de dire peut-être essayer un code barre plutôt que ça au départ dans votre cadre d'activité, etc. C'est des choses sur lesquelles, quand on a la tête dans le guidon, on n'est pas vraiment… on ne prend pas assez de recul par rapport à ce genre de choses. Sachant qu'il y a… Pardon. Allez-y. Non, je dis, il y a plein d'outils. C'est vrai qu'il y a pas mal d'outils simples qui peuvent être mis en place. C'est-à-dire que aussi la nature des chantiers sont très variables en termes de volume, en termes d'engagement pour l'entreprise. Donc,
Il n'y a pas que des transformations profondes ou des gros investissements dans des robots et autres et finalement, c'est même presque une partie marginale de l'ensemble des chantiers qu'on peut identifier. Et d'ailleurs, ça nous a permis aussi, nous, de nous recentrer stratégiquement de façon assez forte parce que on s'est mis en place pour fabriquer 600 tapes par an ou 500 tapes par an pour un gros donneur d'ordre Goliath et on n'arrivait pas on se mentait en fait, puisqu'on disait c'était là où on veut aller. Et en fait, non, on a un outil de production et aujourd'hui, effectivement, dès qu'on a mis le doigt sur où on voulait aller, en fait, aujourd'hui, c'est la flexibilité qu'il nous faut parce qu'on ne fabriquera pas 600 tapes par an. Donc aujourd'hui, il nous faut remplir notre usine, donc avoir plus de produits, donc il faut être plus alerte, il faut se donner les moyens d'être plus flexible sur certains points. Et c'est vrai que la démarche qui a été entreprise nous permet de nous dire, bah oui, l'entreprise du futur pour nous, et d'ailleurs le Covid a été un parfait exemple, c'est aussi une entreprise où on sera capable de s'adapter à une demande beaucoup plus vite que de regarder des plans à 5 ans, parce que le plan à 5 ans, il n'existe plus en fait, c'est fini. Donc aujourd'hui, nous, l'industrie du futur, c'est de se dire, bah oui, je dois être capable, malgré toutes les contraintes, malgré les process, et bah, à un moment donné, de changer très très vite de cap, parce que bah, mon industrie du futur, c'est mon cœur de métier, plus et bah, finalement une flexibilité pour répondre à un besoin Covid, pour répondre à un besoin d'un pays émergent, pour répondre à un appel d'offres beaucoup plus vite que ce que je peux répondre dans une vie normale. Et c'est ce qui a été mis, je pense, beaucoup en avant et sur lesquels on va travailler aujourd'hui d'arrache-pied. Ok, merci beaucoup pour ces interventions et ces présentations, donc très intéressantes. Alors, il y a 2 questions que je vais vous poser. Donc, la première question, votre démarche d'innovation est apparemment structurée à partir de la R&D. Appliquez-vous d'autres approches partant du client, ses problèmes et besoins, style design thinking, méthode de créativité? Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la R&D et c'est vrai que depuis 1 an et demi, le marketing est de plus en plus présent. Aujourd'hui, pour tous les projets que l'on met en place, on a une petite matrice de décision qui est très simple. Alors, il y a des matrices de décision beaucoup plus complexes, mais pour moi, il y a une matrice de décision qui est très, très simple. Elle doit intéresser un de nos clients historiques, c'est-à-dire nos distributeurs sous le nom de la marque DMS Imaging, APLM, enfin de nos marques. Elle doit intéresser potentiellement un gros en marque blanche. Et à ce moment-là, on discute avec lui et on lui dit bah, tu as besoin de quoi pour ton activité. Elle doit être, si possible, une petite partie financée. Hein, on n'est pas altruiste, donc avec quelque chose d'innovant derrière. Et si on ne répond pas à ces 3 piliers, on ne répondra pas au 4e pilier qui est d'avoir une certaine rentabilité et un marché pour cette innovation. Donc effectivement, il y a la partie R&D qui nous dit bah, moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, c'est nos cœurs de métier. Mais ensuite, on a une autre dimension, un autre point d'entrée qui est la partie client avec à la fois nos clients historiques ou, alors nous on appelle ça un OEM, mais c'est un distributeur en marque blanche qui nous dit voilà, si vous me faites ce type de machine, je serai potentiellement intéressé. On va même plus loin maintenant, c'est qu'on propose, pourquoi pas, de l'innovation à ces distributeurs en marque blanche en exclusivité. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire, jusqu'à maintenant, on disait bah, je vais faire ça, ça vous intéresse potentiellement, oui, non, je prends mon risque. Moi, DMS Imaging, aujourd'hui, on dit bah, je le fais pour vous, vous le financez. Et puis, bah, soit c'est que pour vous, soit bah, vous ne le financez pas à 100% et moi, j'ai le droit de l'utiliser pour d'autres. Mais c'est très important. Oui. Merci. Autre question, y a-t-il eu des impacts de la démarche en termes de management des équipes? Alors, la démarche est récente, donc il y en aura, il faut faire attention. Il y a un impact principal, c'est qu'en fait, on est toujours en train de courir. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont intervenus en plein Covid. Enfin, bon, c'était quand même assez compliqué post-pré-Covid. Hein, on était dans cette période-là. On s'aperçoit qu'il y a une vraie dissonance dans les entreprises et ça devrait être presque obligatoire. Alors après, je ne sais pas si on l'appelle, enfin, dans nos entreprises, dans mon entreprise, hein, je ne vais pas non plus. Mais il y a une vraie dissonance entre ce que je pense au quotidien, ce que je crois exprimer au quotidien, ce que je crois que les personnes en face de moi ont compris au quotidien et la réalité des actions qui sont menées en fait. Donc, il faut qu'on y fasse attention et le fait d'avoir un regard extérieur une fois de temps en temps permet effectivement dans le management de recentrer ça. Et moi, j'étais persuadé que les gens avaient compris que Goliath, c'était mort. Mais je pense que Benoît le dira, certains se disaient encore bah, c'est peut-être pas tout à fait mort quoi, les filles, parce que finalement on ne dit pas que c'est mort, on ne dit pas que le mec il n'a pas signé un contrat de 50 millions d'euros par an et que voilà,
Goliath, ils disent bah, vous inquiétez pas, on va attendre 6 mois, il faut voir, on se réorganise, non, c'est pas mort. Et à un moment donné, il faut juste le dire, quoi. Le contrat, il n'y arrivera pas. Et donc, le fait d'avoir un regard extérieur est quand même très bien pour dire bah, vous avez bien compris la même chose. Là. Il n'ose pas vous le dire, M. Sancerni, il n'ose pas vous le dire, mais votre contrat Goliath, vous ne l'aurez pas. Donc, maintenant, il faut juste que vous vous réveillez et qu'on passe à autre chose. C'était recalage de la vision et, entre toutes les strates de l'entreprise. Je pense que ça a été un sujet. Ouais. Autre question, comment s'organise la communication interne? Avez-vous des outils collaboratifs? Alors, on a avancé fortement avec un contrat sur une société qui s'appelle Visiative. Je sais pas si, enfin, je fais pas de pub, hein, mais on a amorcé une transformation numérique de l'entreprise. La transformation numérique de l'entreprise, elle a été portée par la qualité et par l'aspect after sales service, hein, donc tout ce qui est service après-vente et gestion de nos équipements. Néanmoins, le premier module qui a été mis en place, puisque on a commencé petit à petit, qui va être mis en place, c'est effectivement un module de communication interne. La communication interne, quand on est en bourse, c'est quelque chose qui est un sketch, qui est absolument impressionnant. C'est-à-dire qu'à la fois en interne, nous, on est une entreprise avec des difficultés. Hein, on est une entreprise qui a du mal à toucher la masse critique. Donc, vous expliquez à vos salariés que c'est compliqué et que c'est dur. Mais chaque fois que vous faites un communiqué en bourse, vous dites que vous êtes super et que tout va bien, puisque de toute façon, ils ne veulent pas entendre autre chose. Donc, effectivement, ça fait partie des choses où il faut un petit peu jongler. Nous, on insiste beaucoup aujourd'hui sur la communication interne. Et en tout cas, sur la vision, et là, on a beaucoup insisté sur la vision de là où on veut aller, ce qu'on ne faisait pas avant. Par contre, là où je ne sais pas s'il y a d'autres chefs d'entreprise, moi j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter tous les gens. Il faut expliquer où on veut aller, il faut expliquer que ça sera comme ça, et il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas adhérer à ça en fait. Et si elles n'y adhèrent pas, les routes doivent se séparer petit à petit, gentiment, mais ça ne sert à rien de lutter en permanence dans ce domaine-là. On devait être une entreprise qui allions fabriquer 600 ou 700 tables par an pour Goliath, et on ne sera pas cette entreprise-là, on sera une entreprise où il faudra que les gens fassent preuve d'une flexibilité énorme quand des nouveaux produits arriveront. Certains suivront ça, d'autres ne suivront pas. Si on ne le dit pas, finalement, ça crée un inconfort et une insécurité parce que tout le monde le comprend petit à petit. Et du coup, oui, en termes de communication, je crois qu'il faut y faire très attention et être clair et prendre le temps. Merci. Encore une autre question là, sur innovation et qualité. Donc, innovation et qualité sont-elles compatibles? Vous paraît-il pertinent de normaliser le management de l'innovation? Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour Benoît, ça, mais… je ne sais pas. Benoît, peut-être? Non, mais oui. En fait, c'est vrai que moi, je ne suis pas spécialiste du management de l'innovation, mais on a une personne en interne qui a participé à la constitution des normes ISO autour du management de l'innovation. Le seul point sur lequel je vais réagir par rapport à ça, c'est plutôt de dire l'innovation, évidemment, par nature, ça se veut sortir du cadre. En même temps, il y a un certain nombre de méthodologies et d'outils qui permettent de faciliter la sortie du cadre, qui permettent de se poser les bonnes questions pour accélérer en fait ces process et s'assurer qu'on va aller quand même atteindre un objectif d'innovation. Ça a le mérite de structurer. Ça n'enlève pas toutes les opportunités qu'on peut avoir par ailleurs et qui peuvent être quelquefois bien meilleures et bien plus portantes, si je puis dire, et innovantes que ce qu'on pourrait avoir réfléchi en interne. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette structuration via la norme et via des méthodologies, c'est quand même plus difficile de créer un process dans l'entreprise et donc de dérisquer quelque part ce processus. Même si en fait, quand on fait ça, on entend bien que on va, c'est le principe de l'optimal et du maximal, quoi. On va être sur un processus d'optimal, mais ce ne sera pas le maximum qu'on pourrait atteindre, quoi. Là, je voudrais juste rajouter quelque chose. On a un vrai problème aujourd'hui pour nos industries, c'est le temps de réactivité des organismes notifiés. Aujourd'hui, nous, on est tout à fait capable d'adhérer aux normes, on est tout à fait capable de les comprendre. Il ne faut pas nous les changer toutes les semaines. Ça, c'est très compliqué parce qu'un jour, c'est blanc, l'autre jour, c'est noir. Ça, c'est très, très compliqué. Mais quand on a une norme, on a des gens qui sont parfaitement en adéquation et qui jouent à une touche de balle. Par contre, aujourd'hui, la certification d'un produit, le Brexit, planifier un audit, une certification technique, vous en avez 6, 8 mois, 9 mois avant d'avoir une étude de dossier.
Et ça, c'est totalement anormal, puisqu'en fait, ce sont les entreprises privées, hein, d'ailleurs, qui gèrent ces normes. Aujourd'hui, un des moyens d'aller plus vite et d'être beaucoup plus efficace, quand vous avez un temps de cycle de développement d'un produit, la partie réglementaire, la partie je mets mon produit sur le marché et donc je me fais auditer par un organisme réglementaire, ne devrait pas durer plus de 5 à 10% du cycle de développement du produit. Or, aujourd'hui, on peut arriver sur certains produits qui sont courts, 50, 60, 60. Vous avez même des cycles qui peuvent être plus longs parce qu'il n'y a pas d'organisme notifié, parce qu'ils sont très lents à réagir, parce que c'est compliqué. Et ça, il faudra quand même qu'on s'attaque au problème. Encore une fois, si on veut être plus agile, il faudra qu'on soit capable c'est pas de baisser les normes, hein, parce qu'il est faux, les normes, elles sont là, elles évitent beaucoup de choses. Mais c'est de faire en sorte que voilà, quand on veut lancer un produit sur le marché, ce ne soit pas un frein et que ça aille très, très, très vite de ce côté-là. Merci. Peut-être une dernière question avant de clôturer le webinaire, puisque l'heure tourne. Quels sont les prérequis nécessaires pour s'engager dans une démarche industrie du futur? Donc, c'est peut-être pour Benoît et pour vous aussi, Samuel, les prérequis pour rentrer dans une démarche comme ça. Alors, peut-être moi, j'ai un point sur lequel j'ai présenté, c'est quand même un peu de disponibilité. Et donc ça, c'est un point, il y a du temps à passer et du temps pour plusieurs personnes parce que, comme je pense que ça a été assez clairement exprimé, c'est quand même souvent un projet de plusieurs personnes dans l'entreprise qui doit évoluer. Donc c'est important que toutes ces personnes qui portent l'entreprise soient engagées dans ce processus. Et puis, après, je dirais presque que c'est encore mieux s'il n'y a pas d'initiatives trop fortes qui ont été prises et que le terrain est encore vierge, quoi, si je peux dire. Et des engagements, par exemple, d'investissement fort qui limiteraient finalement les opportunités qu'on pourrait avoir par la suite parce que tout le budget a été mis sur la robotisation ou tout le budget a été mis sur une partie de transformation, mais en fait, ça bloque peut-être les autres chantiers. Oui, de notre côté, il faut effectivement ne pas avoir le frein du temps. C'est un petit peu de temps, mais je pense que, en tout cas chez nous, ça nous en a fait gagner par rapport à la définition d'objectifs et de savoir où on voulait aller. Voilà. Donc, c'est un investissement en temps, mais qui pour moi est intéressant. D'accord, merci bien. Mais écoutez, donc merci pour vos présentations et puis pour les réponses à toutes ces questions. Donc, voilà, le webinaire est terminé, 15h30. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le webinaire est enregistré, donc il est disponible en replay sur notre chaîne YouTube, la CCI Occitanie. On va vous envoyer à toutes et tous les présentations de nos différents intervenants. Vous aurez la possibilité aussi d'avoir leurs coordonnées, donc leur poser peut-être des questions en direct complémentaires si vous le souhaitez, et d'avoir des informations complémentaires également. Les prochains événements qu'on va organiser, donc ateliers, réunions d'information, webinaires, ça sera à partir du mois de septembre. Et vous pourrez retrouver donc notre agenda sur notre agenda de la CCI Occitanie et sur les agendas des CCI territoriales aussi, l'ensemble des événements qui vont être organisés. Peut-être un rendez-vous important, c'est le CIAN de Toulouse qui se déroulera du 20 au 22 octobre prochain, où on va avoir un stand vitrine industrie du futur, où on va accueillir l'ensemble des architectes, des 7 architectes qui vont présenter donc, leur savoir-faire via les webinaires qu'on a organisés. Et puis, on va également accueillir des entreprises et des offreurs de solutions sur ce salon. Voilà, donc je vous remercie encore pour votre participation et je vous remercie également pour vos interventions. Donc, bonne fin d'après-midi à vous et puis bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. Merci. Voilà.